professeur Luc Montagnier de l'Institut Pasteur lance un appel solennel au pouvoir public et à l'opinion pour aider la recherche française à lutter contre le fléau du sida. Le président de la République désapprouve le principe des prisons privées contenu dans le projet du garde des Sceaux Albin Chalandon, projet adopté en Conseil des ministres. Et puis dans 30 minutes, sur Antenne 2, en direct de Leipzig, en République démocratique allemande, France-RDA pour le championnat d'Europe de football. Aujourd'hui, mercredi 19 novembre 1986, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. Le sida est un fléau mondial. On ne doit plus le considérer comme une maladie honteuse. Des dizaines de milliers de personnes vont mourir du sida dans les prochaines années selon les statistiques des instituts de médecine américains ou européens. Le professeur Luc Montagnier de l'Institut Pasteur lance un appel solennel en évoquant des centaines de milliers de cas de sida prévus dans les prochaines années. Le professeur Montagnier veut que l'on aide réellement la recherche française à lutter contre cette épidémie. L'effort de recherche ne suit pas en France, constate ce spécialiste. On manque de locaux, de crédits. Il faut créer un institut de recherche et des services spécialisés dans les hôpitaux. Commentaire Lucie Soboul. Chaque jour en France, 2 personnes apprennent qu'elles viennent d'être victimes du sida. Depuis 1981, près de 1500 cas ont été recensés. Ces chiffres sont encore faibles, mais ce qui frappe, c'est leur accélération. L'an dernier, à la même époque, 6 nouveaux cas étaient déclarés chaque semaine. On en compte 15 aujourd'hui. La France connaît toujours l'augmentation la plus forte observée en Europe. L'épidémie n'est plus seulement parisienne, elle gagne désormais la province. Les homosexuels restent les plus touchés, 70% des malades. Les toxicomanes représentent 6% des cas, les transfusés et les hémophiles 4%. Mais surtout, dans près de 20% des cas, on ne sait pas comment le virus a été transmis, très probablement lors de relations entre hommes et femmes. C'est ce dernier chiffre qui soulève aujourd'hui l'inquiétude. On sait que la maladie se propage aussi lors de relations hétérosexuelles et que les mères peuvent transmettre à leur tour le virus à leur enfant. En France, au moins 10 000 femmes en âge de procréer seraient porteuses du virus. Chaque jour, un enfant vient au monde contaminé par le virus du sida de sa mère. Depuis plusieurs mois, les spécialistes sont conscients de l'aggravation de la situation et du manque de moyens. Dans un rapport écrit, ils en ont informé précisément Mme Barzac. Après 6 mois d'attente, le professeur Montagnier rompt le silence pour demander des mesures devenues urgentes. Il y a des problèmes spécifiques dus aux soins, c'est une maladie très lourde. Les infections sont répétées, les hospitalisations sont multiples. Alors, bien entendu, nous sommes à saturation. Et cela, nous l'avons dit calmement et aujourd'hui peut-être de manière un petit peu plus ferme. Et nous disons, si rien n'est fait, nous ne pourrons plus fonctionner dans des conditions optimales. Alors ça se manifeste quotidiennement par des attentes, par une impossibilité d'hospitaliser les malades et par un travail qui est éprouvant pour nous, éprouvant aussi pour les patients, et qui nous oblige à suivre des malades en consultation simplement, alors que normalement il nécessiterait une hospitalisation. Alors, il n'y a toujours aucun service qui traite spécifiquement le sida dans les hôpitaux français. Pour l'ensemble des spécialistes, ils sont désormais indispensables. Les prisons privées en France devraient voir le jour avant la fin de l'année 88. C'est ce que déclarait à l'issue du Conseil des ministres le garde des Sceaux, M. Albin Chalandon. Le ministre, dans le journal Le Quotidien de Paris, affirme ce matin que la privatisation est uniquement un choix pratique pour permettre à la politique sécuritaire d'avoir son plein effet. Son projet a été adopté en Conseil des ministres, non sans que le président de la République ait indiqué qu'il n'approuvait pas le transfert de souveraineté auquel l'État consentirait au profit du secteur privé. Comme pour le code de nationalité, la semaine dernière, M. Mitterrand a tenu à faire savoir publiquement son désaccord sur ce projet de prison privée. Explication Emmanuel Vanier. Voici la première maquette de prison privée, un projet présenté par un constructeur de maisons individuelles. En France aujourd'hui, 50 000 détenus pour 32 500 places seulement et le tiers doit être détruit pour cause de vétusté. Coût d'une seule place à la construction, 480 000 francs. Trop cher pour l'État, estime Albin Chalandon. Un seul remède, la privatisation. 15 000 places privées seraient donc construites d'ici à 1990. Économie selon le ministère, plus de 4 milliards de francs. Sur cet aspect strictement immobilier, peu de critiques.
En revanche, sur la question des gardiens privés, c'est-à-dire non fonctionnaires, les opposants sont nombreux. Le président de la République, le Conseil d'État, les syndicats de gardiens et même certaines personnalités proches de la majorité, comme Simone Veil ou Hélène Dorlac, ancienne secrétaire d'État à la condition pénitentiaire. Tous refusent des gardiens privés, estimant que l'État ne doit pas se dessaisir de l'une de ses prérogatives, l'exécution des peines. L'exécution des peines, c'est une mission qui appartient traditionnellement à l'État. C'est une mission qui consiste à faire expier à l'incarcéré une sanction, mais aussi à préparer sa réinsertion. Alors, nous disons attention. Est-ce qu'il n'est pas possible d'adapter le service public avant d'aller chercher des surveillants privés? Et si on va chercher des surveillants privés, alors quelle garantie? Voilà les vraies questions. Pas de débat idéologique, mais un vrai problème. L'administration pénitentiaire estime qu'elle a pris toutes les garanties, notamment en matière de formation. Chaque personnel de surveillance sera individuellement agréé. Agrément qui sera d'ailleurs délivré pour une période limitée de 5 ans et qui pourra, en cas d'insuffisance de l'agent, être retiré à tout moment. Deuxième type de garantie que nous avons prise, c'est la garantie de la formation des personnels. Les personnels de surveillance, qui sont les personnels directement au contact des détenus, et qui assurent donc les tâches essentielles de surveillance, seront formés dans des conditions strictement identiques aux conditions de formation de nos propres personnels publics. Deux étapes difficiles encore pour ce projet. Le débat au Parlement, et puis, si la loi est votée, l'opposition pourrait saisir le Conseil constitutionnel. Le ministre de la Justice, Albin Chalandon, espère ouvrir les portes de la première prison privée avant la fin de 1988. Oui, vrai problème, disait Jacques Barrot, mais c'est une sorte de débat de principe, quand même, Paul Lefebvre. Oui, je suis, dit Albin Chalandon, devant une montagne si haute que je ne peux pas l'escalader. Alors je la contourne. La montagne, ce sont les 50 000 détenus prévisibles dans quelques mois. Le contour, les prisons privées. Dossier qui ouvre, et il est exemplaire, le débat de fond politique sur le désengagement de l'État et la philosophie libérale. Question, y a-t-il des domaines dans lesquels l'État ne peut céder, quoi qu'il en coûte, une part de sa mission de service public, subsidiaire? La prison est-elle de ces domaines interdits? Prison privée, le président est contre. L'État, dit-il, ne peut laisser à d'autres que lui le devoir et la responsabilité de l'application de la sanction et surtout de la réinsertion. Débat d'idées qui dépasse les clivages politiques traditionnels, mais auxquels il faut apporter une réponse rapide. En attendant, M. Chalandon, le dossier sur les bras, dit à M. Balladur « de l'argent s'il vous plaît ». Et M. Balladur répond « non, car on m'en demande de partout ». Du coup, M. Chalandon persiste et signe, rappelant au passage au président et à tout le monde qu'il y a déjà des gardiens privés, les bonnes sœurs, qui s'occupent avec dévouement des délinquantes au Palais de Paris et à Fleury-Mérogis. À défaut de consensus politique immédiat, ce saint rappel lui vaudra peut-être l'indulgence plus tard. Il faut ajouter que c'est le Sénat qui discutera en première lecture de ce projet de M. Chalandon. Le ministère de l'Intérieur a décidé d'afficher dans les lieux publics le portrait de deux femmes, deux militantes soupçonnées d'appartenir à l'organisation Action Directe. Sous le portrait de Nathalie Ménigon et Joël Aubron, et il est offert jusqu'à 1 million de francs de récompense pour tout renseignement. Jusqu'à présent, seule la République fédérale allemande avait utilisé en Europe cette technique policière. Nathalie Ménigon et Joël Aubron sont recherchés par la police dans le cadre d'enquêtes sur les attentats terroristes, mais rien n'indique que cette recherche fait suite à l'assassinat de Georges Besse. Le ministre Charles Pasqua souhaitait ce matin la collaboration des Français. Nous allons utiliser tous les moyens en notre possession pour rechercher et punir les assassins, ainsi que l'a indiqué M. Chirac. Nous avons des idées sur l'affaire. La police va faire son travail. Est-ce que vous avez déjà quelques pistes tout de même? Non, mais de toute façon, on ne va pas vous le dire. Simplement, il faut savoir, comme nous l'avons déjà indiqué, que la lutte contre le terrorisme est une affaire de longue haleine. Et il faut que les Français le sachent. Et ce que nous souhaitons, c'est que, confrontés à ce type d'agissement dont les Français ont pu mesurer à la fois la lâcheté et la cruauté, il faut que l'ensemble de la population française collabore avec la police. C'est-à-dire, quand vous dites que l'ensemble de la population... Nous allons procéder, ainsi que nous l'avons déjà annoncé, nous allons faire connaître, nous allons demander à la population de nous donner le maximum de renseignements concernant des personnes dont le témoignage est recherché pour employer la formule consacrée. Nous procéderons par voie d'affichage, etc. Et nous souhaitons que les Français se rendent compte que cette affaire les concerne tous.
Aujourd'hui, en Conseil des ministres, Georges Besse était promu à titre posthume commandeur de la Légion d'honneur. Et vendredi, en l'église Saint-Louis des Invalides, le président de la République et le Premier ministre assisteront aux obsèques du patron de la Régie Renault. C'est M. André Giraud qui prononcera l'éloge funèbre. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale cet après-midi, Charles Trenet, aux côtés de Jacques Lang, pour distribuer aux députés un 45 tours enregistré par le groupe Beurre, carte de séjour. Ces jeunes Beurre chantent une nouvelle version de 12 France. Ce 45 tours veut inciter les députés à repousser prochainement le projet de loi révisant le code de la nationalité. Des moutons à Paris, des moutons et leurs éleveurs avec un slogan « Des moutons ou le désert, choisissez ». Quelques centaines d'éleveurs venus du centre-ouest de la France étaient à Paris pour manifester, comme ils l'ont fait depuis le début du mois d'octobre. Les 75 000 éleveurs français se plaignent de l'effondrement des prix, moins 12% en un an, selon eux, qu'ils attribuent à l'accroissement des importations britanniques. Les éleveurs, selon Gus, réclament une protection de leur marché, c'est-à-dire la révision de règlements communautaires qui leur a été jusqu'ici refusés. Alors pour mieux comprendre la mauvaise humeur des éleveurs de moutons, voici le constat effectué en Normandie par Maryse Manot et Jean Villa. Les moutonniers ne sont pas spécialement des gens qui manifestent, mais lorsqu'ils sont dans la rue, c'est que la situation est devenue catastrophique. Et les moutonniers, c'est une production déficitaire et on s'aperçoit que jusqu'ici, on écoute plus facilement les productions excédentaires. Les laitiers ont certainement plus de facilité que nous pour obtenir gain de cause. Claude Métayer, le nouveau président des moutonniers, ne mâche pas ses mots. Depuis l'été, la mévente est telle qu'il faut brader les animaux. Ceux-là, par exemple. Claude Métayer doit les vendre 24 francs le kilo s'il veut couvrir ses frais de production. Mais à ce prix, il aura du mal. Pour 7 francs de moins, les acheteurs ont du mouton britannique. Deux raisons à cette concurrence, la chute de la livre qui dope les exportations britanniques et le règlement communautaire qui accorde 90% des aides aux Anglais. Nous ne refusons pas la compétitivité par rapport aux Britanniques. Nous l'acceptons, mais à armes égales. Alors aujourd'hui, ce que nous attendons du ministre de l'Agriculture, c'est une renégociation du règlement. Nous ne pourrons absolument pas pardonner à François Guillaume de ne pas nous sauver, puisque jusqu'ici, nous avons eu affaire à différents ministres. On a même eu un ministre qui a dit cette année, ça sera l'année du mouton, et il ne s'est rien passé. Mais Bruxelles fait la sourde oreille. Ce règlement ovin, savamment négocié par Mme Thatcher il y a 6 ans, a été accepté par le syndicalisme français de l'époque. La livre était à 12 francs, les disparités n'apparaissaient pas encore. La livre ayant baissé, l'accord se révèle être un marché de dupes. La voie est ouverte pour le mouton anglais qui arrive par camions entiers. Les premiers à profiter de l'aubaine, ce sont les abattoirs et les grandes surfaces. Ils ont importé un mouton sur 3 cette année pour une facture de 2 milliards de francs. Il nous paraît légitime, en tout cas nous qui sommes face à nos clients qui paient leurs produits et donc qui commandent, si vous voulez, de pouvoir leur offrir en permanence ces produits communautaires, alimentaires, si vous voulez, et lorsqu'effectivement, si vous voulez, ce sont les agneaux anglais qui sont des agneaux de meilleure qualité au prix le plus compétitif, il nous paraît essentiel, si vous voulez, de les en faire bénéficier. L'argument est imparable. Même injuste pour les moutonniers français, le système actuel allège l'indice des prix. Dès lors, les producteurs ont plus de chances d'obtenir une aide aux revenus qu'une véritable réforme du règlement communautaire. Le plan d'urgence gouvernemental pour l'emploi des jeunes concernait plus de 586 000 hommes ou femmes de 16 à 25 ans. C'est ce que vient d'indiquer M. Philippe Séguin, le ministre des Affaires sociales, en précisant que 257 000 d'entre eux sont bénéficiaires des formations en alternance. Sur les mesures d'économie de M. Séguin pour la sécurité sociale, critique d'Edmond Maire aujourd'hui de la CFDT, ce sont des mesures à court terme qui n'assurent pas l'avenir. Et André Bergeron pour Force ouvrière s'inquiète également pour le long terme du système d'assurance maladie. Le président du FLNKS, M. Jean-Marie Djibaou, était reçu cet après-midi à l'Élysée par le chef de l'État avec d'autres élus indépendantistes de Nouvelle-Calédonie. M. Djibaou a demandé la vigilance du président Mitterrand. Nous avons demandé au président de la République d'être vigilant sur l'exercice du droit. Comme ces jours-ci, vous le savez ou vous ne le savez pas, les gens qui ont fait les manifestations à Thio, qui ont badigeonné la mairie, etc., qui ont défilé avec les fusils et les banderoles ou les drapeaux, n'ont jamais été inquiétés par les 450 mobiles qui sont à Thio. Les 450 mobiles sont intervenus pour fouiller dans les tribus. Ils ont arrêté une trentaine de personnes. Il y en a 6 qui ont été libérés, il y en a 14 qui restent. Et aujourd'hui, il y en a 8 de nouveaux qui ont été arrêtés, alors que ces gens-là, qui ne sont pas les provocateurs bien sûr, ne sont toujours pas inquiétés. Alors où est la justice dans tout ça? C'est un peu cela que nous avons tenu à rappeler au président de la République
pour qu'il soit vigilant, puisqu'il est le chef des armées, sur les interventions des policiers et des militaires. Sport automobile, c'était la fin du rallye de Grande-Bretagne, le RAC. Le Finlandais Timo Salonen est victorieux sur Peugeot 205 Turbo 16. On le voit ici. Il devance Markku Alén sur Lancia. Hier, c'était la neige en Écosse et aujourd'hui, ils ont eu beaucoup de pluie en Pays de Galles pour achever ce RAC. Vainqueur donc Timo Salonen sur Peugeot 205 devant la Lancia de Markku Alén. Il n'y a plus d'espoir pour Loïc Karadec. Il est mort en mer dans l'Atlantique lorsque son catamaran royal s'est retourné. Chacun s'est rendu avec tristesse. À l'évidence, sa famille et ses amis ont publié un faire-part, le faire-part de sa disparition en mer, 24 heures après l'abandon des recherches. Samedi, une messe sera célébrée à la Trinité-sur-Mer pour Loïc Karadec, le marin disparu. Royal et Loïc Karadec trouvent la consécration dans Québec-Saint-Malo en 1984. Une arrivée au finish extraordinaire en baie de Saint-Malo après 5000 km de course. 500 mètres seulement séparent le bateau vainqueur de Fak et Karadec du second, Charente-Maritime. Pour Royal, la voie est tracée. 2 ans plus tard, Fak et Karadec, sur leur catamaran géant, remportent la Transat en double anglaise. Au retour, ils établissent un fabuleux record de l'Atlantique. 7 jours, 21 heures, 5 minutes et 40 secondes. Pour la première fois, le routage de la Terre est utilisé. À 38 ans, Loïc Karadec, marin comblé, avait décidé de se retirer de la compétition pour s'occuper des siens. Cette route du Rhum devait être la dernière course pour lui et pour son bateau. Que puis-je espérer de plus, disait-il, j'ai contribué à l'élaboration du voilier le plus rapide du monde. La météo pour demain, José Blanc-Lapierre. Eh bien demain, changement, le soleil change de camp, c'est-à-dire qu'il va venir voir du côté du nord. Quant à la pluie, elle viendra voir du côté du sud. Le détail sur la carte du temps prévue pour demain. Voici des nuages. On ne les voit pas. C'est ce qu'on appelle un trucage. Ouais. Voici. Alors, des nuages et de la pluie. Des Pyrénées à la région Rhône-Alpes et jusqu'à l'Alsace. Il y aura des averses de neige au-dessus de 1000 mètres en montagne. Des résidus nuageux sur le pourtour méditerranéen arriveront en fin de journée, mais seront moins méchants. À l'arrière de cette zone perturbée, c'est-à-dire de la Vendée au Limousin, au Pays de Loire et à la Bretagne, il fera beau, très beau demain. Instabilité en revanche sur l'île de France et sur le Nord-Pas-de-Calais. Cela veut dire qu'il y aura des éclaircies qui alterneront avec des averses. Côté température, eh bien, ça se rafraîchit un petit peu. Vous allez voir sur la moitié nord une moyenne de 9 degrés. Quant à la moitié sud, eh bien, de 9 degrés jusqu'à 17 degrés. 17 degrés sur la Corse. Demain, jeudi 20 novembre, 2 minutes de soleil en moins. Le jour se lèvera à 8h08, se couchera à 17h04. Et ce sera la Saint-Edmond. Merci. Nous avons encore le temps de voir les pronostics de Pierrette Bresse pour le quartet qui se disputera demain sur l'hippodrome de Vincennes dans le prix de Valençay. Pierrette Bresse vous propose de jouer sur les 20 partants, Auvergret le 19, Hors du Loir le 7, Odéon de Beaumont le 8, Norabel le 17, Olve d'Arnoux le 16, Osquero le 6, Ogive de Chapeau 10 et Olaf Viking le 12. Les pronostics de Pierrette Bresse pour le quartet de demain. Voilà, dans quelques minutes, France-Allemagne de l'Est en direct de Leipzig sur Antenne 2 à partir de 20h dans quelques minutes. Et puis à 23h20 pour le dernier journal de la rédaction Antenne 2, Hervé Claude. À demain 20h, bonsoir, merci.